toutes, bonjour à tous et bienvenue dans l'École du futur. Au programme aujourd'hui, une nouvelle Française aura bientôt la tête dans les étoiles. Portrait rôle modèle de la nouvelle astronaute de l'Agence spatiale internationale, Sophie Adno. Elle a une idée derrière la tech, c'est Jeanne Dreyfus. Et c'est une autre étoile que nous présente aujourd'hui, star internationale de l'art digital, Refik Anadol. Et oui, artiste d'origine turque, il est absolument partout et notamment en ce moment. Au moment, on part à la découverte de ses œuvres monumentales et digitales. On a hâte. Notre question du jour, inclusivité, consentement, pornographie, injection, orientation sexuelle au pluriel. Comment parler de sexe aux ados à l'heure où ils et elles sont submergés d'infos, parfois contradictoires, et puis d'images, surtout sur le sexe. Comment ouvrir la discussion pour dépasser les stéréotypes? Éducation à la sexualité, et si on en parlait vraiment, on en parle vraiment avec vous aujourd'hui, Chloé Thibault. Vous êtes journaliste, vous êtes l'autrice de cet excellent livre Hum Hum. Et si on parlait vraiment de sexe, c'est sorti cet automne chez Webedia Books. Bonjour à vous. Bonjour. Mais d'abord, focus. Après Claudie Agneray, c'est la deuxième femme française à avoir été choisie par l'ESA. Son nom, c'est donc Sophie Adno, l'agence spatiale européenne qui vient de la sélectionner pour devenir astronaute. On va peut-être la voir dans l'espace en 2026, mais avant, son portrait, c'est tout de suite avec Xavier Terrade. Sophie Adno. Le 23 novembre 2022, Sophie Adno est devenue la deuxième femme française à être nommée astronaute. Elle fait partie des 5 personnes sélectionnées par l'Agence spatiale européenne parmi 22 523 candidats. Je suis la première femme française pilote d'essai sur hélicoptère. Je suis officier de l'armée de l'air. J'ai toujours rêvé d'être pilote. Dès qu'il y a un avion ou un hélico dehors, quand j'étais petite, littéralement, je courais, je sortais, je regardais. J'ai jamais cru que c'était possible pour moi. Petite Sophie, je ne pourrais jamais faire ça. En 2004, elle avait reçu le diplôme d'ingénieur de l'École nationale supérieure de l'aéronautique et de l'espace, l'école d'un certain Thomas Pesquet. Inspirée par son grand-père mécanicien dans l'armée de l'air, devenue lieutenant-colonel en 2021, Sophie Adno n'a cessé de monter plus haut. J'ai commencé par être ingénieur dans le bureau d'études d'Airbus Hélicoptère. J'ai postulé pour l'armée de l'air. J'ai fait beaucoup de travail pour me préparer. Donc je pense que même j'étais surentraînée. Ses sources d'inspiration sont Marie Curie et celle qui l'a précédée comme astronaute, Claudie Agneray. 2 femmes qui elles aussi ont gravi des sommets. C'est en voyant son premier vol dans l'espace qu'elle a eu le déclic. Elle n'avait que 14 ans. Avant de se hisser à son niveau, Sophie Adno a eu des périodes de doute. Surtout en tant que femme, c'est vrai que l'aspect confiance en soi, c'est pas évident. Enfin, moi, ça n'a jamais été un truc hyper naturel. Et puis, c'est venu au fur et à mesure de se dire, ok, bon ben... si ce rêve paraît trop grand et je me sens pas, j'ai peut-être pas confiance en moi dans ce rêve pour aller jusqu'au bout, ben je vais le découper en petites étapes. Mais c'est l'ensemble qui fait que derrière on croit que c'est impressionnant, mais non, je suis juste comme tout le monde. Comme tout le monde, enfin presque, car Sophie Adno a plus de 3000 heures de vol en hélicoptère à son compteur et 2 missions en Afghanistan. Ses entraînements au Centre européen des astronautes de l'Agence spatiale européenne à Cologne devraient débuter au printemps 2023. Sa première mission dans l'espace devrait quant à elle avoir lieu en 2026. Et voilà pour notre nouvelle étoile, Sophie Adno. Chloé Thibault, vous êtes donc l'autrice de cet excellent livre qu'on va décrypter dans un instant. Et si on parlait vraiment de sexe, Hum Hum aux éditions Webedia. Je ne sais pas si je fais bien le Hum Hum, mais bon, vous me le direz tout à l'heure aussi. Vous êtes surtout journaliste et l'autrice de plusieurs ouvrages, notamment sur le féminisme. Le fait d'avoir des rôles modèles comme Sophie Adno, qui va s'envoler avec l'ESA, ça montre que tout est possible. C'est très important pour les petites et jeunes filles, je crois, d'avoir ce genre d'exemple qui nous prouve qu'il n'y a vraiment aucun métier qui n'est exclusivement réservé aux hommes et que l'espace est vraiment un lieu à conquérir pour les femmes. Eh bien justement, on va continuer à dégenrer, non pas les métiers cette fois-ci, mais plutôt l'approche de la sexualité, moins stéréotypée, plus inclusive. Comment justement parler de sexe aux ados? Let's talk about sex. C'est tout de suite pour la première partie de la question du jour. Et on en parle aujourd'hui avec vous, donc Chloé Thibault. Vous êtes journaliste, vous êtes l'autrice de... Vous allez lire mieux que moi. Ok, et si on parlait vraiment de sexe, c'est sorti cet automne chez Webedia Books. Vous dites que quand vous étiez petite, vous vouliez être archéologue. Finalement, est-ce que c'est un peu ce que vous faites finalement dans cet ouvrage, puisque vous dépoussiérez l'éducation à la sexualité?
Oui, je fouille dans ma propre histoire et j'essaye d'apporter des clés que moi je n'ai pas eu la chance d'avoir quand j'avais l'âge de me poser toutes ces questions. Donc ça a été un grand chantier pour filer la métaphore. Et justement, ce guide, cet ouvrage, c'est celui d'une éducation sexuelle positive, décomplexée. Vous l'adressez en priorité aux 12-20 ans, mais on peut se dire qu'on peut lire tout au long de la vie, parce qu'on peut aussi avoir besoin d'une éducation sexuelle tout au long de sa vie. Chaque chapitre, chaque thème va être enrichi de témoignages. Vous êtes appuyé notamment sur des témoignages de jeunes qui racontent là aussi leurs expériences, sur des conseils d'experts et d'expertes, des médecins, des sexologues, des psychanalystes. J'ai même vu aussi quelques lignes de la réalisatrice Olympe de Gé. Notamment, on aborde toutes les questions. L'idée, c'est de vous mettre plutôt dans une position de grande sœur pour pouvoir aborder ces questions avec ces ados et les prendre par la main pour leur dire « on va parler de tout et c'est pas grave ». Oui, je voulais vraiment adopter cette posture-là de grande sœur pour les mettre en confiance et pas qu'il n'ait de résistance en fait, en se disant « oh là là, c'est une adulte qui nous parle avec des mots d'adulte très froids, très scolaires ». Parce que justement, c'est ça qui pêche, c'est qu'on parle de sexualité aux ados qu'à travers le prisme de la science et vie de la Terre à l'école. Donc moi, je voulais vraiment que mon propos soit incarné et leur parler avec des mots qu'ils comprennent et qu'ils utilisent. J'ai la prétention à 32 ans de pas encore être trop vieille, donc trop éloignée. Tout va bien, tout va bien. Trop éloignée d'elle et eux. Et je crois que c'est ça qui a bien pris avec le livre, c'est vraiment cet effet de proximité avec mes lecteurs et lectrices. C'est finalement le guide que vous auriez rêvé d'avoir à l'école ou justement en dehors de l'école ? J'ai vraiment construit le livre avec mon éditrice de cette façon-là, en me posant toutes les questions que moi j'ai pu me poser quand j'étais plus jeune et en essayant d'y répondre le plus sincèrement possible. Alors ces questions, on va les aborder dans un instant, mais ce que je trouve aussi extrêmement fort dans la proposition de l'ouvrage, c'est de se dire que oui, il faut éduquer les filles et on commence à le faire et à décomplexifier là aussi et démythifier la question, mais il faut aussi éduquer les garçons en priorité et encore quelle que soit l'orientation sexuelle ou les orientations sexuelles au pluriel. Oui, dans mon travail, moi, j'ai vraiment à cœur d'inclure systématiquement les garçons. Parce que je trouve que ce qui est merveilleux aujourd'hui, en 2022, c'est vraiment qu'on a une énorme proposition pour les jeunes filles, surtout sur les réseaux sociaux, beaucoup de comptes sur Instagram, sur la sexualité, sur le plaisir féminin, mais on ne doit pas du tout exclure les garçons, parce que c'est impossible d'avancer si on n'est pas main dans la main avec eux. Donc c'est très important de donner les clés à chacun, filles et garçons, pour qu'on se comprenne en fait entre nous et qu'on puisse avancer et déconstruire tous les stéréotypes de genre qui impactent tout aussi bien les garçons que les petites filles. Et quels sont les stéréotypes qui persistent dans ce que vous avez vu, l'approche que vous avez eue face à ces 12-20 ans? Lequel ressort en premier? Eh bien, par exemple, c'est vraiment de concentrer toute notre sexualité sur la pénétration et l'injonction à la pénétration, les injonctions de performance qui créent vraiment beaucoup d'anxiété chez les jeunes garçons. Et c'est un fléau parce qu'aujourd'hui, dans l'une des interviews que j'ai menées avec un sexologue, il me confiait qu'on n'a jamais vu autant de troubles de l'érection chez les jeunes garçons. Et ça, c'est vraiment propre à notre époque. C'est lié notamment à l'importance de la pornographie dans l'éducation des jeunes. Mais donc ça, c'est vraiment à déconstruire. Et c'est quelque chose qui pèse très lourd sur les épaules des garçons. On va justement aborder, tout de suite, puisque vous en parlez, la question de la pornographie, puisque notamment, elle est revenue dans l'actualité avec ce rapport sénatorial, fin septembre dernier, Porno, l'enfer du décor, un rapport qui fait suite à l'enquête pour viol lancée en juin 2022 contre les sites de contenu pornographique. J'en parle parce que justement, ce rapport soulignait lui-même l'importance de l'éducation à la sexualité. Le rapport signale l'échec aujourd'hui de l'éducation d'ailleurs à la sexualité en France, et puis, selon les recommandations de la psychologue Béatrice Copé-Royard, qui a été notamment auditionnée pour ce rapport, voilà ce qu'elle répète: il faut éduquer. Le recours au contenu pornographique par les enfants et les adolescents est une réponse malsaine à des préoccupations saines. On ne peut que plus soyer, Chloé. Oui, et j'apprécie vraiment que ce volet du rapport ait été nommé éduquer, et qu'on martèle vraiment ce mot-là, parce que c'est ce qui pêche actuellement. C'est normalement inscrit dans la loi. Il y a une loi qui date de 2001 qui oblige les établissements scolaires de l'école primaire au lycée à fournir aux élèves 3 heures d'éducation à la sexualité par an. Ce qui est assez catastrophique, c'est que les derniers chiffres ont prouvé que environ 15% des élèves ont en effet accès à ces cours-là. 15%, c'est
presque 0%, c'est rien. Et moi, quand j'ai mené mon enquête pour le livre, en interrogeant les jeunes autour de moi, je me suis rendu compte vraiment que ces cours étaient insignifiants dans leur parcours scolaire. Et quand ils ont lieu, malheureusement, ils ne sont pas toujours bien réalisés parce que les personnels ne sont pas formés. Donc, on véhicule à travers ces cours-là des idées qui peuvent être dangereuses pour les jeunes, je pèse mes mots, ou bien on réduit la question de la sexualité aux infections sexuellement transmissibles et aux risques de grossesse. Et oui, en effet, vous avez raison. Trivia, l'éducation à la sexualité, c'est une loi, la loi Aubry du 4 juillet 2001. On va revenir en détail dans un instant, notamment parce que le ministre de l'Éducation, Pap Ndiaye, veut que cette loi soit tout bonnement appliquée. Mais je voulais revoir avec vous quelques chiffres, notamment sur la pornographie aujourd'hui. 36% des enfants, des garçons en particulier, sont exposés à des images porno avant 13 ans. Un tiers des moins de 15 ans se rend chaque mois sur un site pornographique. Quelles sont les questions, justement, peut-être à débusquer avec ces enfants-là? Comment est-ce qu'on peut mieux les accompagner face à ces images si on ne peut pas, justement, empêcher qu'ils y soient exposés? Ce qui est très important, je crois, c'est de ne pas surdiaboliser la pornographie. C'est pour ça que moi, j'y consacre un chapitre dans le livre. C'est aussi pour ça que j'ai interviewé la réalisatrice Olympe Degé, réalisatrice de porno alternatif, parce que je crois que c'est assez naïf aujourd'hui, en tant que parent ou proche de jeunes, de leur dire le porno, c'est mal, tu ne dois absolument pas en regarder, puisque force est de constater qu'en France, on est le 4e pays consommateur de porno et que ça représente un tiers de notre trafic sur Internet. Donc, toutes et tous, nous en consommons. Maintenant, une fois qu'on s'est dit ça, ce qu'il faut, c'est donner les outils aux jeunes pour qu'ils comprennent que ce n'est pas la réalité de ce que doit être leur vie sexuelle. Donc, notamment, leur expliquer que le consentement n'est pas représenté dans les films pornographiques, que le port du préservatif n'est pas représenté alors qu'il est indispensable, et surtout que les pratiques qu'on voit ne sont pas des passages obligatoires de la sexualité, parce que c'est vraiment ça qui met la pression aux plus jeunes, et à la fois filles et garçons, encore une fois, parce que l'anxiété de performance chez les garçons est très forte en se disant moi je dois être un étalon comme ça, je dois tenir mon érection pendant des heures. Donc on doit faire un travail de déconstruction de l'image, mais comme on peut le faire par exemple avec les films d'horreur. Quand notre enfant est petit, on lui dit là, ce que tu vois, ce sont des effets spéciaux. Ce monstre-là, il ne va pas t'attendre dans la chambre. Ça n'existe pas, les fantômes que tu vois à l'écran. On doit réaliser la même chose, en fait, pour les films pornographiques. Et c'est ce qui est très intéressant dans l'ouvrage. On ne pénalise jamais les habitudes, sauf évidemment pour les actes répréhensibles. Jusque-là, tout est normal. On accompagne au maximum les ados et les jeunes adultes sur la façon dont ils vont pouvoir aujourd'hui s'éduquer à la sexualité et vivre ces sexualités, encore une fois, au pluriel. On le disait donc, l'éducation à la sexualité, c'est une loi, la loi Aubry du 4 juillet 2001. Elle prévoit, vous le rappeliez aussi Chloé, 21 cours sur 7 années, c'est-à-dire 3 par année scolaire. Au primaire, il n'y a pas d'obligation jusque-là de cours, mais on peut commencer à aborder une approche calibrée en fonction de l'âge des enfants. On va parler du respect du corps, du respect de celui des autres, de la notion d'intimité, des différences morphologiques, de l'égalité entre les filles et les garçons, de la prévention, évidemment, des violences sexistes et sexuelles. Et puis, quand on passe au collège et au lycée, cette fois-ci, les cours sont bel et bien obligatoires. Cette éducation sexuelle doit avoir lieu, dit la loi, lors des enseignements de sciences de la vie et de la terre et des séances annuelles spécifiques ou lors d'éducation et d'actions éducatives, là aussi, tout aussi spécifiques. Au programme, les adolescents vont pouvoir voir les questions de prévention sur les infections sexuellement transmissibles, la contraception, la prévention des violences sexuelles. On a aussi rajouté une partie aujourd'hui qui est adaptable aux cours d'éducation civique et morale, notamment sur les notions de consentement qui sont évidemment cruciales. Aujourd'hui, on essaie déjà d'appliquer la loi quand elle l'est. Vous rappelez les chiffres tout à l'heure, on va y revenir avec plusieurs rapports de collectifs féministes notamment. Est-ce que déjà la loi de 2001 vous semblait aller dans la bonne direction dans la façon dont elle est formulée ? Oui et non, parce que tout ce que vous venez d'énoncer sont évidemment des étapes indispensables, mais pour moi, il est trop tard Mais pour moi, c'est trop tard d'attendre le collège ou le lycée, en fait, pour aborder une question comme le consentement, comme celle du consentement. Ce qui est très grave, et pour vous dire, j'ai vraiment vérifié avant de venir sur votre plateau, pour ne pas dire de bêtises, c'est que quand on se rend sur le site consacré à l'éducation et à la sexualité du gouvernement, le mot consentement est absent.
Alors, j'ai co-vérifié avec vous, si je veux dire, parce que j'ai vu justement cette velléité de votre part de voir ce mot consentement figurer sur le site, prononcé plusieurs fois. Moi, je suis retournée sur le site ce matin. Alors, en l'occurrence, il apparaît, mais je vous l'accorde, c'est pas forcément si simple à trouver. Il apparaît sur le site Eduscol qui s'adresse aux enseignants et aux enseignantes, et dans une sous-catégorie de sous-catégorie, si j'ose dire. Il faut aller dans une infographie dédiée aux enseignants pour leur expliquer comment on aborde justement ces questions sur une approche globale, positive, bienveillante de l'éducation à la sexualité. Au chapitre juridique et social, il y a donc le mot liberté et responsabilité face au choix personnel, la notion de consentement. Mais j'avoue, c'est pas évident. Oui, là, vous parlez d'Eduscol. Moi, vraiment, c'est lorsque quelqu'un tape « Éducation à la sexualité gouvernement », la première page, donc je n'ai pas l'URL exact, mais vraiment, le mot n'y est pas. A contrario, on a par exemple le mot « pédophilie », ce qui est pour moi très grave, parce qu'aujourd'hui, toutes les personnes spécialistes et les associations combattent le mot « pédophilie » et le remplacent par « pédocriminalité ». Absolument. Donc, simplement, sur ces outils-là de langage, on voit déjà qu'on a un énorme problème, en fait, avec l'éducation nationale qui n'emploie pas les bons mots et qui n'utilise pas les bons outils. Sur la question du consentement, on ne peut pas attendre d'avoir 12 ans pour en parler. Il n'y a pas de limite d'âge avant laquelle on doit s'interdire d'en parler. Ce qu'il faut, c'est adapter notre vocabulaire. Mais pour moi, ce qui est très hypocrite avec tout ça, c'est qu'on a laissé un boulevard à la pornographie en ne fournissant pas d'éducation digne aux enfants. Et surtout, on ne peut pas d'un côté constater des chiffres tels que par classe, on estime qu'il y a 1 enfant sur 10 qui serait victime d'inceste, et à la fois ne pas leur apprendre en fait à se défendre contre ces violences-là en leur donnant les mots pour s'exprimer, en leur expliquant qu'on n'a pas le droit d'avoir accès à leur corps, etc. Donc pour moi, vraiment, on est face pas à une impasse, mais à une hypocrisie de la part du gouvernement qui n'agit pas pour combattre ces violences dès le plus jeune âge. Et pourtant, si ça ne se fait pas en milieu scolaire, ça se fait en milieu périscolaire. Énormément d'associations aujourd'hui essaient de donner des clés, un accès à l'information pour que ces enfants puissent justement, là aussi, savoir identifier ces comportements, savoir dire non, savoir dire non, mon corps m'appartient, tu n'as pas le droit de lui faire ce que tu es en train de lui faire. La nature a horreur du vide, c'est une faille justement du système scolaire que les associations, que les initiatives et que les ouvrages comme les vôtres essaient de combler. Alors oui, et honnêtement, c'est le parcours du combattant pour intervenir dans les établissements. Moi, j'ai plusieurs personnes autour de moi qui m'ont proposé à travers le livre de venir dans les classes. Eh bien, parce que l'infirmière scolaire de l'établissement n'a pas validé mon ouvrage, je ne peux pas intervenir. Mais pourquoi c'est une infirmière scolaire qui doit valider votre ouvrage? On m'a expliqué que sans l'autorisation de l'infirmière scolaire, même si la directrice de l'établissement souhaite me faire intervenir, elle n'y est pas autorisée. Et j'ai discuté avec des associations qui, elles aussi, bataillent pour intervenir parce que des parents s'offusquent, le refusent ou encore une fois parce que les infirmières trouvent que les enfants n'ont pas encore l'âge d'aborder ces questions-là, etc. Donc c'est assez difficile finalement d'avoir accès aux écoles. Donc heureusement, oui, il y a des initiatives telles que ce livre et beaucoup d'autres et des comptes, encore une fois, sur les réseaux sociaux qui font ce travail. Mais je crois que ce qui est le plus important, c'est vraiment d'aller s'adresser en direct aux élèves. Absolument, et avoir un regard justement directement porté avec eux, les accompagner encore une fois sur ce chemin d'éveil et d'éducation à la sexualité et au sexe, et puis employer aussi les bons mots, les bons termes, c'est-à-dire que eux et elles vont évidemment se renseigner si on ne leur donne pas accès à l'info partout où elle peut se trouver, mais parfois se retrouvent submergés d'images et d'images contradictoires et d'infos contradictoires aussi. Oui, parce que justement, pour en revenir à cette anecdote récente de l'infirmière scolaire, c'est-à-dire qu'elle a jugé que ma place n'était pas de venir leur parler du Kama Sutra à l'école, en gros. Sauf que c'était absolument pas votre démarche. C'est assez souvent ce qu'on résume, en fait, quand on parle d'éducation à la sexualité. On croit que ça va être des cours de positions sexuelles, etc. Quand on regarde mon livre, les positions sexuelles, c'est une double page sur 200. En l'occurrence, venir parler d'éducation à la sexualité des enfants, c'est vraiment le respect de soi, l'intimité et le corps. Donc je crois qu'il faut d'abord déconstruire cette idée reçue-là, que l'éducation à la sexualité, ce ne sont pas des cours de Kama Sutra. On va sortir justement de ces caricatures et de ces clichés avec vous. On continue à le faire dans la deuxième partie de l'émission. On va également revenir sur la notion de consentement qui est désormais fondamentale. Et heureusement, c'est ça de gagner. On verra aussi quel est le chemin qui continue à devoir être parcouru. Mais d'abord, on fait un tour du côté de la planète tech. Et c'est le Zap avec Édouard Degnaud.
entonces me compro. ¿Cuáles se me ven mejor? ¿Estos? 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 No, los de arriba, güey. ¿Cuáles? ¿Estos? Sí, esos, güey. Mira, güey, si le quedan a todo fit. Email or text. Vous êtes de retour sur le plateau de l'École du Futur, toujours en compagnie de Chloé Thibault pour son ouvrage Hum Hum. Et si on parlait vraiment de sexe, je n'arriverai vraiment pas à le prononcer jusqu'à la fin de cette émission. Mais c'est pas grave, c'est un ouvrage fondamental qui est sorti cet automne chez Webedia Books. Chloé, vous êtes également journaliste et on continue à parler avec vous de cette éducation à la sexualité qui est plus que nécessaire. Jeanne Dreyfus est également avec nous en plateau, ça tombe bien parce que Jeanne a une idée derrière la tech. Et Jeanne, avec toi aujourd'hui, on va partir à New York. Un jour, j'irai à New York avec toi, je me le suis toujours dit. On va au MoMA, plus précisément à la rencontre d'un artiste digital majuscule. Et oui, tout à fait. Actu en ce moment, la star de l'art digital, Refik Anadol, s'invite jusqu'au 5 mars dans le temple de l'art moderne, le MoMA. D'origine turque, mais basé à Los Angeles, c'est l'artiste invité quand il s'agit dans une conférence TED de parler d'art et d'intelligence artificielle. C'est l'homme qui a littéralement fait halluciner la Casa Batlló de Gaudi à Barcelone et qui a mis sous acide la Philharmonie de Los Angeles. Et ça, c'est seulement l'extérieur, parce qu'à l'intérieur, ça donne ça. Plus que du mapping, Refik Anadol, il utilise les pixels comme des pigments. Il utilise la data comme des tubes de couleurs et l'IA comme un set de pinceaux. Et comme vous le voyez, le résultat est ébouriffant. C'est absolument bluffant. Cet artiste, il a fait quoi exactement pour le MoMA, pour le musée new-yorkais ? Eh bien, vous l'aurez remarqué, en tout cas, la recette Anadol, c'est l'alliage du monumental, de l'hyper-esthétique et de l'hyper-technologique. L'œuvre du MoMA, elle ne se prive pas de réutiliser cette recette dans une installation intitulée Unsupervised, j'ai un peu du mal à le prononcer. Mais bon, sur un écran, en tout cas, de 7 mètres carrés, 4000 pixels par 4000 pixels, il crée ce qu'on appelle des orgasms, orgasmes scopiques. C'est la collection même du musée américain que l'artiste a donné à digérer à une intelligence artificielle très gourmande, vu qu'elle a mangé 380 000 images issues de 180 000 œuvres d'art de la collection, de Picasso à Pollock, en passant par Matisse. Tout le monde transite par le tambour de cette IA et le résultat est étonnant. On reconnaissait des pigments, des touches, des couleurs dans ce qui serait une version parfaitement objective, parfaitement mécanique de l'art qui est quand même le domaine de la subjectivité par excellence, et c'est ce décalage qui est très très étonnant. Ouais, d'où son nom, Unsupervised.
Eh bien oui, ce titre peut être compris de deux façons pour moi. Premièrement, il faut savoir qu'en ce moment, on n'arrête pas de parler de la génération d'images par IA. Et notamment, elle se divise en deux catégories. Il y a les images générées par des IA supervisées, supervised. J'entends par là les images de DALL-E ou de Midjourney, qui correspondent à des mots-clés donnés par les utilisateurs d'Internet, qui forment donc des images à partir de ces mots-clés. Et les images qu'on pourrait qualifier de non supervisées, unsupervised. L'artiste a travaillé avec un super calculateur NVIDIA, qui est l'équivalent grosso modo de 1000 ordinateurs en ce qui concerne la puissance. Et cette machine, elle a connecté les données qu'on lui a données, ici donc les œuvres du MoMA, et elle tisse à elle seule, avec sa logique de machine, des liens qui n'appartiennent qu'à elle, et donne donc naissance, de façon non supervisée, à des images, à des formes hybrides qu'on a pu voir dans son œuvre. Absolument. Tu parlais donc de deux façons justement d'interpréter ce titre unsupervised. Et oui, parce que ce concept d'absence de supervision, j'y vois, moi, la raison pour laquelle l'IA, aujourd'hui, fascine tellement. Les réseaux neuronaux, il faut le savoir, basés sur des technologies d'apprentissage, ils sont devenus tellement complexes que même les scientifiques qui leur ont donné naissance ne comprennent pas leur mécanisme vraiment pleinement. Donc, pour moi, c'est comme si on était en fait face, avec cette construction de cette machine, à une autre forme de vie, ou comme si cette autre forme de vie était face à nous. Et ce traitement des chefs-d'œuvre, donc par une IA, une intelligence artificielle, rappelle un peu ces œuvres d'art qu'on avait envoyées dans l'espace à l'époque des grandes expéditions, les disques d'or envoyés par la sonde Voyager, qui comprenaient des œuvres de Bach, de Mozart ou de Chuck Berry, et qui voulaient le présenter à d'éventuels esprits extraterrestres. Pour moi, c'est ramener en fait, les créations de l'humanité, les plus hautes créations de l'humanité comme celle qu'on voit au MoMA, à un tas inerte de chiffres, de pixels, de motifs pour qui ne peut pas s'y identifier. Et cette obsession correspond, selon moi, aujourd'hui, à l'obsession d'un monde sans nous, à l'obsession d'un monde sans l'homme et à cette menace de notre disparition en tant qu'espèce qui nous hante par ces temps de crise systématique. C'est beau, c'est bien dit, et ces créations artisées sont absolument époustouflantes. Chloé, je vous voyais boire les paroles de Jeanne, justement. Qu'est-ce que cette transformation du message même artistique par une utilisation supra-technologique de l'IA vous inspire ? Moi, j'aime vraiment beaucoup la peinture traditionnelle, mais j'ai bien aimé le concept d'Aigasm. Je me dis qu'il faudra que je pense à une édition augmentée du livre avec un chapitre consacré. Et c'est Aigasm, ou plutôt orgasme tout court. On continue à en parler justement avec vous, Chloé, et cet ouvrage, l'éducation sexuelle qui mérite définitivement mieux que la place qu'on lui accorde aujourd'hui. C'est la deuxième partie du talk. Et cette éducation sexuelle, justement, Chloé, vous en parlez de façon holistique. L'idée, c'est de parler à la fois de corps, d'organes, d'orientation sexuelle au pluriel, mais aussi de grandes notions fondamentales aujourd'hui, comme le consentement. Vous consacrez plusieurs pages au consentement dans votre ouvrage. Et ce que vous dites, c'est que finalement, on a réussi, à 5 ans après le phénomène MeToo, à déjà obtenir le fait que ce terme soit reconnu, soit employé, soit connu, soit mieux documenté. Mais est-ce que finalement, la question du consentement nous a permis d'apprendre le non, mais il nous faut encore apprendre à dire oui, ou à savoir comment définir ce oui? Oui, tout à fait. Malheureusement, même si on en entend beaucoup plus parler qu'il y a encore 5 ans, 20 ans en arrière, j'en parle même pas. Moi, lorsque j'étais adolescente, vraiment, ce verbe-là était absent de notre vocabulaire, à l'école et même dans la sphère personnelle. Mais je crois qu'il y a encore une difficulté pour les jeunes et puis leurs parents et les grands-parents à définir vraiment ce que c'est. Alors moi, j'essaie de donner plein d'exemples concrets dans le livre et d'expliquer surtout qu'on peut le rendre sexy, ce consentement, que ça peut vraiment être une phrase de séduction. Est-ce que je peux t'embrasser? Est-ce que tu es d'accord pour que je te prenne la main? En fait, on n'a pas du tout à se sentir honteux de poser ces questions-là. Mais c'est vrai que c'est peut-être... je crois qu'il y a encore un tabou en fait dans la pratique chez les jeunes, dans la séduction, d'oser poser ces questions-là parce qu'on a peur de l'entendre, le non. Je crois vraiment que c'est ça en fait qui revient. C'est
quand on ne pose pas la question, on ne prend pas le risque de s'entendre dire non. Et je pense que c'est ce qui fait très peur, le rejet, surtout à l'adolescence. Mais je crois qu'on doit développer cette culture-là du consentement et dans la représentation aussi, dans la pop culture. Parce qu'en France, malheureusement, on a cette réputation de pays de la culture du viol. Parce que c'est vrai, dans nos films, beaucoup, et nos séries, on voit des scènes où le héros force un peu l'héroïne et puis finalement elle est contente qu'il l'embrasse et qu'il lui fasse l'amour. Ça, c'est assez grave et on grandit toutes et tous avec ça. Donc je crois qu'on doit apprendre à mettre en scène ce oui et à le rendre appréciable en fait des plus jeunes et de leurs parents. Ce qui est intéressant aussi, parce que ça veut bien dire qu'on a cette construction finalement de notre éducation à la sexualité qui se fait beaucoup, évidemment, en dehors de l'école, on en a parlé tout à l'heure, et qui se fait aussi beaucoup par image interposée, par stéréotypes. D'abord, la première chose, c'est de casser ces stéréotypes, se rendre compte qu'il n'y a pas forcément qu'une éducation à la sexualité hétéronormée en l'occurrence. Comment est-ce que justement vous donnez des trucs et astuces à ces 12-20 ans, et encore une fois, le livre est tout à fait abordable, même après 20 ans, croyez-moi, pour pouvoir justement déconstruire ces stéréotypes et aller explorer d'autres voies, d'autres pistes, essayer de comprendre aussi comment est-ce que les autres, en face autour de nous, j'allais dire en face de nous, mais surtout autour de nous, vivent aussi cette éducation-là. Mais d'abord, mon livre est construit en 2 grandes parties, soi et les autres que soi. Je crois que vraiment, si on veut connaître une sexualité épanouie, il faut d'abord apprendre à se connaître soi. C'est pour ça que je parle beaucoup de la masturbation, qui est sans doute le sujet le plus tabou lorsqu'on parle de sexe, et a fortiori aux plus jeunes. J'invite les jeunes filles et les jeunes garçons, mais c'est vrai que les jeunes filles ont encore cette impression que c'est réservé aux garçons, la masturbation, à découvrir leur propre corps. Parce que c'est seulement lorsqu'on aura identifié ce qui nous fait plaisir, ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas, qu'on sera capable de l'exprimer à l'autre. Donc c'est déjà une partie majeure, en fait, la connaissance de soi et le respect de soi, de ses envies, de ses limites. Et ensuite, une fois que cette base-là, elle est acquise, je crois qu'on est prêt et prête à s'ouvrir à l'autre. Donc homme, femme, qu'importe son orientation sexuelle. Et qu'ensuite, la clé, c'est vraiment la communication. Mais cette communication, elle est impossible tant qu'on ne lève pas le tabou au sujet de la sexualité. Et ce tabou, est-ce qu'aujourd'hui, il continue à être finalement transmis par les adultes, entre guillemets, référents quand on est ado et qu'on voudrait aborder ces questions-là? Il y a quelque chose que vous rappelez aussi dans le livre, c'est que, comme toutes les questions d'éducation, c'est aussi un triptyque. Il y a une question de continuum entre l'élève, l'enfant, en l'occurrence l'ado, pour ne pas le nommer, les enseignants et enseignantes, oui, mais aussi les parents. Et dans l'éducation à la sexualité, il y a forcément aussi un phénomène qui vient tout bouleverser, c'est le fait de s'éduquer soi-même à la sexualité parce qu'on n'a pas accès à l'info par ailleurs. Oui, c'est pour ça que, évidemment, le livre, la cible est définie en étant 12-20 ans. Mais moi, j'invite les adultes, s'ils l'offrent à leurs jeunes, à le lire avant. Parce que je crois que c'est assez révélateur quand il y a un tabou dans une famille du propre rapport à la sexualité du parent, voire du grand-parent. Malheureusement, ça, c'est injuste et inégalitaire. Il y a des familles, j'ai eu la chance, personnellement, de grandir dans une famille où ce n'était pas tabou, mais il y a des familles où juste le fait de parler des règles, par exemple, pour une petite fille, c'est tabou et c'est mal vu. Donc d'abord, il faut que les parents eux-mêmes, en fait, réussissent à lever une partie de ce tabou-là. On n'est pas obligé de parler de masturbation à la table du dîner le soir, ça, c'est pas le souci. Mais ce sur quoi j'insiste, c'est d'abord de nommer les choses. C'est vrai que ce qui s'exprime assez souvent dans les familles, c'est la peur de dire le mot pénis, de dire le mot vulve ou vagin. Et donc de dire ton petit kiki, ta zézette, tout ce genre de périphrases qu'on retrouve beaucoup chez les adultes et qui créent dès l'enfance ce malaise et ce flou. Parce que dire un pénis, dire une vulve, ce n'est pas plus vulgaire que de dire le nez ou l'oreille. Donc ça, c'est un outil primordial pour l'enfant d'apprendre à nommer son corps. Le nommer, que ses parents ou que les adultes référents le nomment, ça lui permettra aussi de le nommer plus facilement ensuite. Bien sûr, et c'est d'abord là que naît un gros souci dans les cas de violences sexistes et sexuelles et d'inceste, c'est qu'un enfant qui ne sait pas nommer correctement son corps peut ensuite être amené à prononcer des phrases un petit peu floues qui fait que les adultes autour ne comprendront pas de quoi il s'agit. Alors que si d'emblée on lui explique qu'on ne touche pas le pénis de quelqu'un sans son accord, la vulve d'une petite fille sans son accord, on lui donne déjà de sacrés
sacrés outils pour se défendre contre les violences. C'est-à-dire que ces mots-là, ils sont encore tabous aujourd'hui en 2022, quasiment 2023. Ces mots-là sont tabous. Alors pénis un petit peu moins, mais vulve beaucoup. Et d'ailleurs, moi, je fais partie d'une génération de femmes qui a longtemps dit vagin à la place de vulve. Alors je sais pas pourquoi, mais on considère que vagin, c'est un petit peu moins honteux que vulve. Mais on se retrouve avec des ados aujourd'hui qui peuvent prononcer des phrases comme je m'épile le vagin, alors qu'on ne s'épile absolument pas le vagin. Non, d'ailleurs, il vaut mieux pas. Je vous confirme, ça va être compliqué. Et ça, c'est vraiment une action qui est menée par les féministes, mais de nommer la vulve et d'arrêter de dire vagin à la place de vulve. Et ça nous paraît évidemment une évidence, là, en 2022, de se le dire. On est 3 femmes sur le plateau adulte qui connaissons le mot, mais pourtant, le travail est vraiment encore long sur les questions de vocabulaire. Alors, il y a un autre mot qui a été bien mieux découvert, notamment par les garçons récemment, mais par les filles aussi, c'est le clitoris. Là aussi, un énorme travail qui a été fait, non seulement par des collectifs, aussi féministes, des ouvrages comme les autres. Et c'est un peu le trait d'humour qu'on a eu ces derniers temps, quand on a vu les mascottes de Paris 2024 arriver et être dévoilées. La plupart des gens ont vu des clitoris. C'est une bonne nouvelle. Mais ça, c'est génial, parce que ça veut vraiment dire que le clitoris tel qu'il est vraiment, donc pas seulement le petit bout émergé, de la petite partie émergée de l'iceberg, est rentré dans l'imaginaire collectif. Donc ça, c'est une grande victoire. Et c'est justement par une appropriation de cette façon-là, avec de la pop culture, avec de l'humour, qu'on peut justement réussir à briser ces tabous. Encore une fois, c'est quand même fou que ça persiste. Je le dis, on est quasiment en 2023 là. Mais ce qui est fou, c'est surtout qu'il ait fallu attendre 2017 pour que le clitoris soit vraiment représenté dans la majeure partie des manuels scolaires. Et ce qui est encore plus dingue, c'est de se dire qu'il existe aujourd'hui des jeunes filles, mais aussi des femmes de plus de 50 ans, qui ignorent qu'elles possèdent le seul organe du corps humain destiné au plaisir. C'est assez fou de se le dire, mais c'est la preuve de siècles et siècles de recherches médicales qui n'ont été orientées que pour et par les hommes. Et de patriarcat aussi, on le signale comme ça, Prononçons juste le mot. au passage, absolument. Cette éducation à la sexualité à l'école, est-ce qu'elle manque de moyens financiers tout simplement, Chloé ? Moi, malheureusement, je n'ai pas assez d'expertise sur le sujet des budgets et du ministère de l'Éducation nationale pour vous répondre. Mais ce qui est sûr, c'est que quand on veut, on peut. Et en l'occurrence, là, c'est même plus une question de volonté puisque c'est inscrit dans la loi. Donc normalement, vraiment, les établissements ont cette obligation légale de fournir les 3 heures d'éducation à la sexualité aux élèves. Ça, c'est une incompréhension. Moi, je ne me l'explique pas. Le rapport, justement, qui a été rendu public, mais qui a été gardé secret pendant 1 an sur les chiffres que je rappelais, de 15% seulement des élèves y ont accès. Oui, ce sont deux inspectrices, je vais y arriver, générales, qui ont mené ce rapport éducation à la sexualité en milieu scolaire et qui donnaient ces chiffres absolument alarmants. Oui, et pour cause, on comprend qu'il ait été tenu secret puisque les chiffres sont catastrophiques. Mais moi, je ne me l'explique pas. Je ne me l'explique pas. Ça ne me paraît pas si compliqué de mettre en place ces cours-là. La raison pour laquelle ce n'est pas mis en place, c'est parce que je pense qu'on ne prend pas la mesure de leur importance. Parce qu'encore une fois, on résume ça à une question de pratique sexuelle ou de théorie du genre, etc. C'est vraiment ce qui cristallise les débats. Alors que pour moi, c'est l'une des clés de lutte contre les violences sexistes et sexuelles et l'inceste. Et d'éducation tout au long de la vie. On le rappelle, encore une fois, ce sont des questions que toutes et tous nous aurons à aborder tout au long de notre vie. Le ministre de l'Éducation, Pap Ndiaye, justement, s'est exprimé récemment sur l'éducation sexuelle à l'école et à la sexualité notamment. Il a notamment mené un séminaire au sein du ministère il y a encore quelques jours de cela. Il rappelle qu'il veut d'abord que cette fameuse loi Aubry du 4 juillet 2001 soit appliquée avant même de la réformer ou d'aller plus loin. Comment est-ce qu'aujourd'hui, on peut justement réaborder cette question en complément des cours, heureusement quand ils sont délivrés quand même dans certains collèges et lycées, et abordés dès l'école primaire de son enfant? Comment est-ce qu'en tant que parent, qu'adulte référent, on peut essayer de mieux accompagner justement ces ados et ces enfants sur cette question?
Notre grande chance aujourd'hui, c'est d'avoir accès à Internet et à des ressources qui sont fabuleuses. Il y a une petite vidéo qui revient toujours dans les interventions d'associations féministes, c'est la vidéo sur le thé, Tea Consent. C'est une vidéo qui est d'abord en anglais mais qui existe en français. Et c'est une métaphore toute simple qui explique comment, même si j'ai préparé du thé pour mon invité, même si l'eau du thé bout et même s'il avait très envie de thé, jusqu'au dernier moment, et même avec la tasse entre les mains, il a le droit de ne plus vouloir ce thé. C'est vraiment une vidéo qui est compréhensible par tout le monde, c'est universel. Elle prend 1 minute à regarder cette vidéo. Je crois vraiment qu'on peut la montrer à notre enfant dès qu'il a 4-5 ans. Ce sont des petites ressources qui existent et qui sont très très précieuses. Moi, ce que je regrette, oui et non, je suis déjà intervenue dans des établissements et par exemple, la dernière fois, c'était une professeure de français qui m'a invitée, qui connaissait mon travail et qui a organisé un cours thématique sur le sexisme. Et donc, de fil en aiguille, nous en sommes venus à parler de la sexualité dans sa classe. Et donc, c'est une prof de français. C'est son initiative personnelle. On ne peut pas attendre de tous les profs, encore moins de français, d'histoire, géographie, etc., qui sont déjà débordés, de mener ces petits combats-là. Mais certains les mènent. Mais ce qu'il faut vraiment, je pense, c'est reformer aussi les infirmières scolaires, parce qu'il y a une vraie... Clairement, visiblement, avec l'anecdote que vous nous avez racontée tout à l'heure. Et malheureusement, il y en a d'autres. Moi, j'identifie vraiment des ruptures entre les élèves et les infirmières scolaires. On a une représentation dans une série comme Sex Education, où on a cette impression maintenant que c'est très ouvert dans les établissements, etc. Dans la réalité, on n'a pas tous la chance d'avoir des personnes comme dans cette série dans les établissements scolaires. Et les infirmiers et les infirmières parfois vraiment expliquent des choses qui sont graves aux élèves. Moi, j'ai des élèves qui m'ont rapporté que leur infirmière leur avait dit que la fellation était une pratique dégradante pour les filles. Voilà, c'était tout, c'est ce qu'on leur a dit. Non, notre infirmière nous a dit de ne pas pratiquer ça. Évidemment que c'est très grave de dire ça à toute une génération d'ados au collège. Donc je crois aussi qu'on ne doit pas leur jeter la pierre, mais qu'on doit reformer ce personnel-là qui, normalement, est l'interlocuteur privilégié des élèves pour toutes leurs questions de sexualité. C'est tabou, c'est spécifiquement un mal français ou vous l'avez observé dans d'autres pays par ailleurs? Alors moi, j'ai eu la chance d'étudier en Angleterre et c'est vrai que là-bas, je trouvais que c'était bien plus ouvert sur les questions de consentement et de violence. Une petite chose toute bête, mais par exemple, sur le campus où j'étudiais, on distribuait à tout le monde un porte-clés sifflet pour que si on était agressé le soir, il suffisait de tirer ce porte-clés et il y avait une alarme très très forte qui résonnait. Donc vraiment, plein de politiques contre les agressions sexuelles étaient mises en place sur le campus, quelque chose que je n'ai jamais vu dans mon parcours scolaire en France. Je pense que ce qui est grave et propre à la France et ce qui revient quand on parle avec les personnes étrangères, c'est cette fameuse culture du viol. Et ça, je pense qu'on peut en avoir honte, que le français à l'étranger donne cette impression de se servir parmi les femmes et de forcer à embrasser, etc. Ça a l'air typiquement français quand on en parle à l'étranger. Je crois qu'on doit vraiment travailler là-dessus. Il y a encore du boulot, comme qui dirait. Merci infiniment, Chloé Thibault, pour ce formidable ouvrage. Hum. Et si on parlait de sexe, c'est chez Webedia Books depuis cet automne. Évidemment, à mettre entre littéralement toutes les mains, celles des parents, des enseignants, des enseignantes, des ados et des jeunes adultes, ou un petit peu plus âgés, expérimentés, on va dire. Voilà. Et évidemment, on retrouve aussi toutes vos références, notamment avec des comptes Instagram comme La Clé de Révolution, pour ne pas la citer, et d'autres absolument formidables, ou encore Les coups sur la table de Victoire Tuyon, côté podcast. Merci infiniment. Merci, comme toujours, à Jeanne Dreyfus pour ses idées derrière la tech. Et nous, on se retrouve dès demain en plateau pour d'autres aventures dans l'école du futur.